Salut à tous et bienvenue dans Francia Anga, le premier Francia Anga de l'année 2016. Donc bonne année à tout le monde qui nous écoute derrière le poste et bonne année à ceux qui sont avec moi autour de la table. Je commence par Corentin qui est fidèle au poste malgré le fait qu'on soit le 2 janvier. Bonne année Salut Joël. Corentin. Salut Nico qui est juste à ses côtés. Salut Nico. Salut à toi, salut à tout le monde. Tranquille le 31, t'as pas bougé, tranquille. Un petit peu Un petit peu mais sans plus. Ouais. Je disais, c'est pas une soirée que j'apprécie énormément. Par contre, j'ai bougé énormément avant. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Du 26 au 30, il y a des soirées formidables. Mais sur super ça. Budapest, Ouais. beaucoup plus formidables que celle du 31. Donc Bon. c'est de ça que je vais vous parler. Ok, bah super, on t'écoutera tout à l'heure. Et puis Antoine, évidemment. Salut Antoine. Oui, Ça se bonsoir, bonjour. Et bonne année Antoine. Bonne année. Boldogo Yvette, Minankinek, bonne année à tout le monde. Donc j'espère que vous avez tous bien mangé, comme apparemment le Dirman qui a l'air de se porter comme un charme, que vous avez ingurgité beaucoup de champagne, beaucoup de bageli, beaucoup de choux farcis. Bon, faut l'avouer quand même, on a l'air frais comme ça, mais on sent encore le poids des calories sur l'estomac, la gueule de bois n'est pas encore totalement effacée, à moins que je me trompe. Le froid pointe le bout de son nez. Enfin. Oui. Enfin, il fait froid. Voilà. Joël, il fait 15 degrés de moins que pour la dernière émission. Oui. Tu nous avais balancé 4 fois. Qui fait froid. Il fait froid. Il fallait que je légitime le thème, mon ami. Le froid pointe, justement. C'est une expression météorologique, vois-tu, mais au moins ça légitime l'utilisation du manteau d'hiver. Enfin, au moins là c'est plus évident que la dernière fois qu'on s'est retrouvés dans ce studio. Bon, en tout cas, on espère que vous, derrière le poste, vous passerez une super année 2016. Bon, en même temps, ce sera pas dur vu l'enchaînement des drames de 2015. On pense évidemment à Charlie, aux attentats de Paris, mais aussi, et c'est le thème qui va traverser notre émission, à ceux qu'on appelle les migrants, j'utilise les guillemets, les réfugiés, dont le sort a marqué l'année qui vient de s'écouler, surtout en ce qui concerne le traitement qui leur a été réservé par la Hongrie de Viktor Orban avec ce fameux mur, ce mur qu'on dit de la honte, ce rideau de fer ou que sais-je sur 175 km, un mur destiné à stopper l'immigration clandestine et en particulier économique, encore des guillemets, qui suivait une campagne publicitaire du gouvernement dénonçant les jobs volés par les immigrés et rappelant en magyar aux éventuels candidats qu'ils doivent s'adapter à la culture hongroise et l'assimiler. Un mur qui a défrayé la chronique et que les médias européens et américains n'ont pas manqué de critiquer, allant jusqu'à évoquer un nouveau rideau de fer, donc, comme celui qui empêchait les populations d'Europe de l'Est de se carapater. Ce fameux rideau de fer, donc, que Gorbatchev devait détruire sur l'injonction de Ronald Reagan en 87 et dont les vannes ont été partiellement ouvertes, en tout cas en 1956. Lorsque les Hongrois se sont soulevés contre le régime communiste, femmes et enfants ont pris leurs valises direction l'ouest afin de fuir la répression soviétique pendant que leurs maris se confrontaient aux chars qui sortiront vainqueurs le 10 novembre d'un affrontement entamé le 23 après qu'une délégation étudiante, des jeunes étudiants, soit venue exposer ses revendications à la radio nationale et arrêtée par la suite par l'AVH, la fameuse AVH, l'autorité de protection de l'État, ou Államvédelmi Hatóság pour les puristes. On a cru à la révolution à Budapest. Elvis Presley, le King, a même pris fait et cause pour les insurgés en poussant la chansonnette à la télé américaine et en réunissant des fonds auprès de ses fans. Le fameux Time Magazine a désigné le fameux combattant hongrois de la liberté personnalité de l'année 1956, mais derrière l'engagement des VIP, il y avait la tristesse des familles séparées et contraintes de quitter leur patrie déchirée, les trains bondés en partance de la capitale hongroise, ce qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler le pataquès incroyable de la gare Keleti cet été avec des cris, des journalistes partout, des cordons de policiers sur les dents, des banderoles réclamant de pouvoir partir, bref, une envie féroce de changer d'air, comme l'ont fait 200 000 Magyars en 1956, dont 10 000 ont été accueillis en France avec le statut de réfugiés, et près de 14 000 en Suisse, comme on peut le voir dans un programme court de la télévision suisse romande, la RTS, que notre invité du jour, très calé sur le sujet d'ailleurs, nous a gentiment transmis. Bon, j'arrête le teasing et je vous donne tout de suite son nom. Il s'agit de Tiffaine Robert. Salut Tiffaine. Hello, bonjour à tous. Salut Tiffaine, merci d'être parmi nous. Tu es donc historienne, diplômée de l'université de Fribourg en Suisse, à ne pas confondre avec le Fribourg im Breisgau en Allemagne. Tu es spécialiste de l'art commémoratif, donc les monuments morts, les trucs comme ça, je suppose, et de l'émigration hongroise en Suisse, sur laquelle tu prépares actuellement une thèse intitulée, donc tu me dis si je me trompe dans le titre, le retour des exilés hongrois de la Suisse en Hongrie, enjeux sociaux et idéologiques de 1956 à 1989. Ouais, c'est bien ça, l'ai-je bien descendu, bon c'est parfait. Donc c'est la raison pour laquelle tu es avec nous dans Francia Anga et on t'en remercie encore une fois. Bon,
Les amis, je ne m'attarde pas plus sur 56, qui a été le déclencheur de ce fameux flot hongrois en direction de l'Ouest, ainsi que ton travail de recherche. Et je laisse donc Corentin présenter ta thèse un petit peu plus en détail, te revenant sur cette propagande Est-Ouest, comme on disait ensemble en préparant cette émission, et puis les moyens utilisés par János Kadar à la perception des réfugiés en Suisse à cette époque, sur laquelle on va évidemment t'interroger, Tiffaine. Donc Corentin, c'est à toi de jouer. Oui, alors c'est à moi de cuisiner l'invité. Avant de commencer, je voudrais te poser une question presque indiscrète, mais c'est pour que les auditeurs en sachent un peu plus. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce thème de recherche, à t'intéresser aux réfugiés de 56 en Suisse ? Écoute, il faut dire que oui, c'est un peu indiscret. En fait, on arrête. C'est malin, c'est fini. Non, j'ai des liens. Mon conjoint est hongrois, j'ai des liens en Hongrie avec depuis quelques années. Et puis donc ce thème, peut-être on peut dire que c'est une fois qu'il a un petit peu intégré ma vie, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une image très positive des Hongrois. Notamment en Suisse, quand il disait qu'il était hongrois, souvent les gens rebondissaient sur 56, bon les plus âgés surtout, mais pas seulement. Et puis je me suis demandé mais comment ça se fait, qu'est-ce qui fait que voilà que les Hongrois ont en général une assez bonne image, et puis je me suis intéressée à cette histoire de 56. Ouais. Et donc, cette bonne image, quel accueil avait été réservé à ces 14 000 réfugiés qui sont arrivés en Suisse en 56 ? On voit la frontière austro-suisse dans le train, c'est ça le petit document ouais. C'est ça. Oui, vraiment un excellent accueil, qui était, on va dire, conditionné par certaines choses. D'abord, il y avait une vraie, comme dans l'Occident en général, il y avait une énorme très grande consternation par rapport à la répression soviétique du mouvement, d'un mouvement qui réclamait différentes choses, et aussi une admiration envers ces fameux combattants de la liberté. On utilisait très souvent cette expression pour parler des Hongrois et notamment des réfugiés. Donc cette compassion pour ces réfugiés qu'on a appelés aussi nos hôtes, très souvent, qui était, c'est vrai, conditionné par un certain anticommunisme, pas seulement en Suisse, mais c'est vrai qu'en Suisse, les historiens disent qu'il est particulièrement fort. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que là, l'anticommunisme a vraiment reçu, disons, une bouffée d'air. Et puis, c'était aussi parfois en Suisse l'occasion d'affaiblir nos communistes. Donc, il y a eu notamment des réactions très fortes par rapport au Parti du Travail, donc l'équivalent du Parti communiste en Suisse, et c'est la même chose en France, des locaux du parti brûlés, des personnes directement attaquées. Voilà, donc c'est un peu une chasse aux sorcières à ce moment-là aussi en Suisse. Et puis, qu'est-ce qui conditionne encore cet accueil très positif ? C'est, disons que l'accueil très positif et l'accueil, on l'a dit, en nombre, donc plus de 13 000 réfugiés hongrois accueillis. Aussi parce que il y en avait besoin. Il y avait une vraie croissance économique à ce moment-là, très peu de chômage, et donc on avait l'économie suisse avait, disons, c'était une aubaine économique aussi pour la Suisse et d'autres pays. Et, oui, pardon, excuse-moi. La télé suisse de l'époque disait, je cite, « Ils ont fui l'enfer de la haine et de la répression et sont sans force et sans espoir ». Oui, on voit, il y a vraiment une énorme admiration pour ces gens. J'ai entendu il y a quelque temps une personne assez âgée, en Suisse, qui disait on était tellement impressionnés par ce combat. Lui, il était enfant à ce moment-là, en 56. Il disait dans la cour, on jouait aux Hongrois, donc qui se battent contre l'ennemi communiste. C'est devenu un truc de KPDP, quoi, presque. Ouais, c'est quasiment ça. Ouais. Puis après, l'accueil extrêmement positif, dans un premier temps, parce que après, il y a quand même, on relève souvent des différences de mentalité, des difficultés d'intégration, etc. Mais pour vous donner un exemple, un ancien réfugié me racontait s'il rentrait dans un magasin, il disait qu'il était hongrois, et la personne qui travaillait dans le magasin lui a dit mais servez-vous.
Tu parlais de difficultés d'intégration. Bon, quand même, le commentaire de la vidéo explique que ces réfugiés étaient attendus comme des victimes, comme des héros. Est-ce que la Suisse a vraiment insisté sur ces termes pour faire passer la pilule? J'entends, parce que 14 000 personnes, c'est pas rien, surtout pour un pays de cette taille. Et tu parlais même, dans ton propre commentaire, dans l'interview qui a été réalisée, d'une espèce de concours, en quelque sorte, entre les États européens, de tableaux comme ça, du genre qui accueillera le plus de pauvres malheureux. Est-ce qu'il y avait vraiment une compétition qui pouvait se faire ressentir dans l'accueil des réfugiés? Oui, alors peut-être la compétition entre les pays, c'est peut-être pas vraiment le mot. C'est vrai qu'on voit apparaître aux archives des tableaux avec quel pays on a accueilli, quel pays a accueilli combien de réfugiés. Je dirais que c'est une question d'image. Par exemple, dans le cas de la Suisse est critiquée par rapport notamment à sa politique d'asile très restrictive pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour la Suisse, c'est une manière de redorer un peu son blason humanitaire. Donc il y a ça. Qui est neutre, pourtant. Qui est neutre et donc aussi qui se place là clairement dans le camp occidental par ce geste, parce que proportionnellement à sa population, la Suisse c'est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés. Après il y a d'autres pays. La France avec les 10 000, voilà. Et donc je sais pas, peut-être pas une compétition, mais disons voilà, la Hollande en accueille tant, essayons de suivre l'exemple. C'est ce type de discours, ouais. D'accord. Ce qui me passionne dans ce sujet, c'est vraiment la question des représentations, des perceptions, parce qu'on est en 56, c'est en pleine guerre froide, et là ça rigole vraiment pas entre l'Est et l'Ouest. Au départ, tu disais que les Suisses avaient vraiment une image très positive, les Hongrois qui arrivaient étaient perçus comme des héros. Mais l'intégration n'a pas été si facile, et j'imagine en se côtoyant au fil des mois et des années, ces perceptions elles ont évolué. Donc je voudrais te demander d'abord comment les Hongrois ont perçu la Suisse et les Suisses à leur arrivée. Est-ce qu'on a des documents là-dessus? Et voilà comment la perception des Suisses a évolué au fur et à mesure des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Ouais, c'est une question difficile parce que chaque réfugié a reçu différemment son accueil, a perçu différemment son accueil. Moi, j'ai des anciens réfugiés qui m'ont raconté qu'ils avaient les larmes aux yeux en arrivant, puis qui restent un peu éternellement reconnaissants, par exemple la Suisse, à l'accueil qu'ils ont pu avoir, mais qui me disent par exemple qu'ils se sont sentis assez humiliés. Dans certains contextes, par exemple, ce fameux à Boux, la gare dont on a parlé, je pense que c'était aussi le cas dans d'autres pays. Ils étaient douchés, limite non pas limite, ils étaient désinfectés. Donc comme si c'était mal propre. Ouais, donc il y avait la peur aussi de maladies, mais et ça a été pour certains très très humiliant. Puis il y en a d'autres qui justement qui ont un peu mal vécu cette espèce de devoir d'être toujours reconnaissant, puis cette espèce de charité un peu exagérée parfois. C'était presque de la pitié. Ouais, on franchissait la frontière de la charité. Ouais, voilà. Et puis il y a des personnes qui l'ont un peu moins bien supporté. Puis aussi beaucoup. Certains disent que c'est un accueil dans un premier temps. Après, ils étaient des étrangers comme les autres. Donc, c'était la Suisse des années 50. Je sais pas si vous connaissez Agota Christoph. Donc, Grand Cahier. Mais pour cette question des réfugiés, c'est surtout le roman Hier, qui est vraiment un magnifique roman qui décrit un peu cette espèce de une petite ville, Neuchâtel, enfin c'est Neuchâtel, ce n'est pas nommé, mais un peu à l'époque un peu un désert culturel, et Agota Christoph raconte justement la difficulté de la vie déjà d'étranger, et voilà, elle a elle-même travaillé dans une fabrique, le quotidien un peu morne. Et puis peut-être aussi certains ont souffert un peu de racisme. Il y avait encore très peu d'étrangers à l'époque. J'extrais des informations que j'ai trouvées dans un article que tu as publié ou que tu vas publier, où tu dis que les Hongrois sont parfois perçus comme impatients, dépensiers, fiers et nerveux, et que les femmes sont vues comme un peu frivoles, voire masculines dans leur comportement. Et on attribue ces tares-là au fait qu'ils viennent d'un pays communiste.
Ouais, exactement. C'est assez frappant de voir que on dit oui, il y a des différences dans la presse. Il y a des différences de mentalité quand même. Il y a cette arrivée des réfugiés, ça met un peu deux mondes en présence. Et puis clairement, on met un peu disons, notamment la masculinité des femmes sur le dos du communisme. Comme quoi, voilà, ces gens ont grandi dans cet environnement-là. Les femmes ont des métiers parfois d'hommes. Donc ça c'est très, ça choque beaucoup. On voit d'ailleurs dans un message des autorités qui dit, voilà, il y a parmi les réfugiés des étudiants, des intellectuels, des ouvriers et des femmes. Alors qu'en fait, les femmes étaient étudiantes, ouvrières ou ingénieurs, photographes, etc. Et ça frappe beaucoup les autorités. J'ai extrait encore une citation que j'ai trouvée dans ton article. Qui est extrait d'un journal suisse, je ne sais pas lequel, et qui dit « La liberté doit s'acquérir à la sueur de son front et se mériter ». Sous-entendu, les Hongrois ont peut-être des attentes un peu démesurées par rapport à ce qu'on peut leur offrir. Ouais, qui montre en tout cas une certaine déception. Alors ça, c'est un article qui concerne justement mon thème de thèse, le retour de certains de ces réfugiés vers la Hongrie kadariste. Et effectivement, là, cet article d'Ivor, qui est un magazine de photoreportage suisse-allemand, met en évidence, qui essaye de comprendre comment ça se fait qu'il y en a qui ont fui l'enfer, qui sont arrivés entre guillemets au paradis. Comment ça se fait qu'ils veulent rentrer? Puis il y en a, effectivement, dans cet article, on explique qu'il y en a qui ne sont pas, toujours des guillemets capables de s'intégrer. Mais il faut dire que donc la Suisse, on le disait il y a quelques minutes, c'est le pays quand même qui accueille le plus de réfugiés hongrois. En tout cas, 14 000, c'est un nombre assez impressionnant, proportionnellement, en tout cas par rapport à sa population. La France, on l'a dit, c'est pas mal non plus. Il faut dire que les appels du pied, il y avait de véritables appels du pied dans les années 50-60, notamment auprès des travailleurs algériens ou marocains pour qu'ils s'installent dans l'Hexagone. Idem avec les Espagnols et les Portugais qui subissaient respectivement les dictatures de Franco et de Salazar. Donc les Hongrois étaient, on le disait, et la vidéo le disait, des victimes, mais aussi, il faut le dire, une main-d'œuvre pas chère et relativement utile quand même pour faire tourner un pays. Comme la Suisse en tout cas. Oui, bon, pas cher, disons. Il y avait, à ce moment-là, il y avait notamment des travailleurs italiens, saisonniers italiens, espagnols, et leur statut était très précaire. Alors, dans le cas des réfugiés, leur statut était plus, je dirais, certains privilèges. Oui, bon après voilà, ils étaient réfugiés, donc c'était entre guillemets normal. Après c'est difficile de quantifier l'impact économique, mais ils ont été employés très vite, ils ont tout de suite été intégrés sur le marché professionnel, sur le marché. Mais ils étaient dispatchés dans toute la Suisse, ou alors ils étaient dispatchés dans toute la Suisse, ou alors il y a eu des comtés c'est des comtés en Suisse, c'est ça? Des cantons, ouais. Des cantons. Ouais. Des cantons, ouais. Des cantons. Je pense que je sais pas s'il marche. Je sais pas, mais en tout cas il y avait des cantons, comme par exemple tu disais les Italiens, c'est dans le Tessin, je suppose, ou dans des cantons comme ça. Toi, tu t'es intéressé aux Hongrois dans toute la Suisse en fait. Oui, dans toute la Suisse, ils étaient placés surtout dans les grandes villes qui avaient besoin de main d'œuvre. Et puis il y a aussi un peu des fois des décalages par rapport aux aspirations des réfugiés qui espéraient justement aller dans les grandes villes, puis certains, on espérait les placer, les autorités suisses espéraient les placer à la campagne ou sur des chantiers de barrages, et là il y a aussi un décalage entre les autorités et les réfugiés hongrois, parce qu'on s'est rendu compte que les réfugiés refusaient certains travaux, notamment dans la campagne. Parce que c'était humiliant, parce que c'était trop dur. Parce qu'ils espéraient être en ville, par exemple, des Budapestois ont assez pris mal le fait d'être placés dans un village de 1000 habitants. Ils étaient habitués à l'environnement urbain. C'est ça, ouais. Nico. Oui, non, mais alors en fait, là je parle principalement de ta thèse. En fait, tu as dû rencontrer des gens qui parlent toujours hongrois en fait maintenant, ou en fait qui ont perdu la langue pour les enfants et qui parlent maintenant soit allemand, soit français, soit italien ou roman, je ne sais pas. Ils parlent, la plupart ont tout à fait gardé le hongrois. Après, il y en a certains qui sont partis par exemple comme enfants, qui ont un petit peu oublié, mais disons qu'il y a eu vraiment beaucoup ont entretenu leur langue. Et
c'est rare, je pense que c'est très rare qu'il y en ait qui ont oublié le hongrois. Après, il y en a, c'est difficile parce qu'ils ont un accent. Par exemple, dans le cas d'enfants, ils ont un accent qui sont arrivés, je sais pas, entre 12 et 15 ans, qui ont un tout petit accent hongrois, et puis qui peuvent avoir un petit accent en français. Donc c'est assez problématique pour ces gens. Et quels étaient les cantons de prédilection des réfugiés hongrois? En tout cas, où est-ce qu'on en retrouve la majorité? C'est surtout Zurich, Genève, les villes riches. Des villes où il y avait où aussi il y avait des industries, des fabriques. De l'horlogerie, par exemple, est-ce qu'il y avait des Hongrois en l'horlogerie? Alors ça, c'est assez marrant cette question parce que oui, en fait, ils ont au début les autorités suisses trouvaient problématique l'engagement de réfugiés hongrois dans l'horlogerie parce qu'on avait peur de l'espionnage technique. Donc on préférait là les Italiens et les Italiennes notamment. Et puis après, dans un second temps, ils ont été employés dans l'horlogerie. D'accord. Corentin? Oui, je crois savoir que tu as rencontré ces jours-ci un ancien réfugié en Suisse qui est rentré en Hongrie. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement son histoire, ce qu'il a pu te raconter? Oui. Alors, c'est donc justement, moi je me suis intéressée à qui sont les personnes qui sont rentrées. Peut-être je dis 2-3 mots là-dessus rapidement, parce que moi je suis en pleine recherche. Là, j'ai passé une demi-année ici à travailler sur les archives. Pour déjà rien que les chiffres, c'est compliqué parce que on a dit il y a 200 000 Hongrois qui ont quitté la Hongrie en 56 et il y en aura, selon l'ONU, il y en a environ 20 000 qui sont retournés en Hongrie, donc jusqu'en 1960. Donc on s'approche de à peu près des 10%. Et aussi pour la Suisse, sur les 13 000, il y en a 1800 qui sont rentrés jusqu'à 1960. Après, il y a un peu une guerre des chiffres parce que la Hongrie avait une autre interprétation. Pour la même époque, on parlait de 40 000 retours. Donc le double. C'est toujours pas très clair. Toujours est-il que moi je trouve ce thème des retours intéressant parce que c'est d'accord, c'est une minorité, mais il renverse un petit peu notre perspective. Comment ça se fait? C'est un peu des migrations à contresens. Et puis j'essaye de retrouver ces personnes qui ont fait ce choix, a priori difficile à comprendre. Puis là, la semaine passée, j'ai rencontré une de ces personnes qui avait 14 ans en 56, qui habitait près de la frontière autrichienne, chez sa tante. Et puis il était vraiment pas très heureux chez sa tante, il avait envie de partir, il a vu les flots de personnes, il a pris son vélo et puis il est parti avec les autres seul, donc à 14 ans. Il est arrivé en Suisse et quand il m'a raconté son arrivée aussi, limite les larmes aux yeux. Non, pas limite, en fait il pleurait. J'ai l'impression qu'il pleurait un peu sur sa jeunesse parce qu'il a passé ensuite 3 ans en Suisse et puis il a beaucoup disons apprécié le confort de vie. Le confort de vie, le fait qu'il pouvait bouger. Par exemple, il m'a dit j'ai énormément bougé, j'ai pas arrêté de voir des choses en Suisse. C'était comme une expérience pour lui entre 14 et 10. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est resté 3 ans. Ouais, voilà. Et 17 ans. Et puis, comme beaucoup, je pense que ça c'est vraiment le motif principal de retour, où là tout le monde est d'accord, c'est le mal du pays. Il a eu envie de rentrer. Et puis, il m'a raconté ça. Et puis il m'a dit qu'il avait un tel mal du pays. Il a décidé de rentrer. Et il a fait sa demande. C'était un peu dangereux parce qu'il risquait quand même un internement à l'arrivée. Après, il a été amnistié. Il est retourné en Hongrie, mais là, il a regretté d'être retourné en Hongrie. Et c'est aussi pour ça cette sorte de tristesse. Parce que justement, en arrivant en Hongrie, il a vu que quand il l'a quitté, il avait 14 ans, et puis il s'est rendu compte d'un peu de certains problèmes. Il a commencé à prendre conscience, que voilà. Il a peut-être bien fait de partir et pas bien fait de revenir. Voilà. Après, c'est un parcours parmi d'autres. Oui. Puis après, il a quand même pu travailler.
notamment à Szeged, et puis il a fait sa vie, il a pu retourner comme touriste en Suisse en 83 avec sa femme, et voilà, donc ça c'est il n'a pas subi trop de problèmes parce que pour certaines de ces personnes elles ont été suivies, contrôlées par la police politique à leur retour. Il y avait les passeports, le passeport bleu, le passeport rouge, enfin il fallait pouvoir passer, il fallait pouvoir traverser quoi. Alors en fait les personnes devaient faire leur demande à la légation ou à l'ambassade hongroise, et puis on leur permettait ou pas de rentrer, parce qu'on a aussi, il y a certaines personnes qui étaient entre guillemets interdites de territoire. Ouais, merci Odirman pour cet intermède musical très guerre froid, c'était Front 2 for 2. On revient avec Tiffaine Robert, historienne, qui réalise une thèse sur les réfugiés de 56 en Suisse, et on arrive directement dans le cœur du sujet qui est l'enjeu de propagande, parce qu'on comprend que cette question des réfugiés en 56, il s'est posé au bout d'un certain temps la question du retour. Et il s'est trouvé que, évidemment, il y avait une question symbolique derrière et une question de prestige. Pour les pays de l'Ouest, les pays d'accueil qui voulaient conserver ces réfugiés, parce que pourquoi des réfugiés voudraient partir si notre pays est si génial que ça, et du régime Kadar, qui, dès les semaines qui ont suivi la contre-insurrection russe, a essayé de faire du gringue aux Hongrois exilés pour qu'ils reviennent au pays. Avec évidemment derrière cet enjeu symbolique et cet affrontement entre blocs de l'Est et de l'Ouest, qu'on prenait une part voilà, chez nous c'est le meilleur modèle, et voilà, donc Kadar qui essaie de faire revenir les Hongrois, les Suisses qui s'y opposaient. Ça passait par quel canot, tout ça, par quel moyen le régime Kadar arrivait à atteindre les réfugiés suisses, et comment les autorités suisses contraient cette propagande par une autre propagande. C'est que des affiches, des affiches plutôt pas. C'était difficile c'était un peu mission impossible d'essayer de faire revenir les réfugiés hongrois. Ouais, comme tu l'as dit, c'était vraiment un peu après l'insurrection. Il y a eu des premiers décrets d'amnistie, et l'enjeu c'était de les communiquer aux réfugiés hongrois. Et là, il y a des choses qui se sont mises en place pour faciliter le rapatriement, notamment en Autriche et en Yougoslavie, ou avec des camps spéciaux comme en Suisse justement, où on s'est rendu compte qu'il y en avait un certain nombre de réfugiés qui espéraient rentrer. Alors on a fait un camp, et puis par exemple la légation, donc la représentation diplomatique hongroise essayait carrément de venir dans ces camps, de distribuer, enfin de faire de la pub pour cette amnistie, communiquer l'amnistie aux réfugiés. Et donc, mais c'était vraiment difficile parce que justement les autorités, et on les comprend, s'opposaient à ce que du personnel de la légation soit directement en contact avec des réfugiés. Après, il y avait différents canaux. Notamment, c'est surtout la presse, mais il faudrait parler c'est une propagande qui se fait auprès des réfugiés, mais aussi auprès de ceux qui sont restés. Il y a différentes entreprises pour faire en sorte que, par exemple, des parents appellent leurs enfants au retour, parce qu'il y avait beaucoup de mineurs, beaucoup d'enfants qui sont partis sans forcément l'aval toujours de leurs parents. Voilà, donc c'était surtout par ces aussi il y a une chose, c'est notamment l'Union mondiale des Hongrois, je crois, qui existe encore, qui travaillait avec le gouvernement pour publier des brochures. Voilà, les réfugiés pendant de longues années certains ont reçu ces brochures qui montraient des photos en couleur de la Hongrie. Donc c'est vraiment le côté rêve hongrois, quoi. C'était pas du tout culpabilisant du genre pourquoi t'es parti ou qu'est-ce que tu as fait. C'était surtout voilà, c'est beau, quoi. C'est ton pays est beau, pourquoi tu ne rentres pas, quoi. Oui, c'est vraiment complètement contradictoire, parce que dans les sources, dans les archives, on les appelle des dissidents. C'est des dissidents. Et par contre, dans des brochures, dans des livres aussi, on parle des réfugiés. Alors que c'est assez contradictoire. C'est vraiment ces pays d'émigration c'est la question, est-ce qu'on tend la main aux dissidents ou aux émigrés, ou est-ce qu'on les rejette? Et là, c'est plutôt, on essaie de leur tendre la main, mais
Ça dépend du moment aussi, et on tend pas à la main à tout le monde non plus, quoi. Il y a aussi le gouvernement n'est pas non plus unanime face à cet appel au retour. Kadar est plutôt pour promouvoir les retours, et puis il y a d'autres personnes comme Bella Biscou, le ministre de l'Intérieur, jusqu'en 61, qui lui est pour plutôt déjà de faire une liste noire de personnes dont on refuse le retour. Ils sont partis, donc tant pis pour eux, quoi. Enfin, on les accueille pas, quoi. Et puis l'amnistie est pas toujours est pas toujours respectée. Il y a eu des cas de personnes qui étaient rentrées dans le délai d'amnistie, surtout pour les personnes qui étaient engagées dans l'insurrection. C'était vraiment dangereux. Et par exemple, il y a le cas d'une femme qui était très engagée dans l'insurrection et qui est arrivée en Suisse justement et qui a décidé de rentrer en croyant à l'amnistie, et elle a été exécutée en 59. Donc après, pour la plupart, c'était pour ceux qui n'étaient pas engagés dans l'insurrection, il y avait beaucoup moins de risques, mais comme j'ai dit, ils étaient stigmatisés durablement après leur retour. Un psychiatre hongrois qui étudiait justement la population des réfugiés en Suisse écrivait à l'époque, et ça j'extrais encore de ton article universitaire, l'échange de la liberté et de la richesse contre le totalitarisme doit paraître absurde à un Suisse. Voilà, donc c'est un peu le type de discours. Effectivement, bon, cette étude, c'est un peu spécial parce que ce psychiatre, on ne sait pas très bien de quel côté. On se demande s'il voulait pas dire en gros que voilà, les réfugiés. Si son message c'était pas de dire les réfugiés deviennent fous en Suisse, parce que voilà, il fait son étude sur les réfugiés qui ont des problèmes psychiatriques en Suisse, puis il explique tout ce qui ne va pas, enfin pour ces personnes. Mais c'est une question. Toute cette situation, ça renvoie quand même à une situation très actuelle. On parle de 3, 4, 500, peut-être 600 000 Hongrois jeunes Hongrois qui ont quitté le pays ces dernières années pour aller bosser. Selon la police ou les syndicats? Selon les consulats étrangers qui sont partis à Londres, en Allemagne, en Autriche. Et le gouvernement Orban déploie de grands efforts pour essayer de les convaincre de revenir au bercail, en jouant souvent sur la fibre émotionnelle, et ça c'est Joël qui va nous en parler. Bah oui, effectivement, un chiffre assez hallucinant pour commencer, comme tu disais Corentin, 500 000, on va dire que c'est 500 000, environ 500 000 Hongrois vivent à l'étranger au moment où je vous parle, je parle de Hongrois et non pas de magyarophones, ça représente à peu près 1% de la population. À titre de comparaison, on dénombre 1,5 million à 2 millions de Français à l'étranger sur les 65 millions de citoyens que compte l'Hexagone. Comme ça, 2 ou 3 millions. 2 ou 3 même, donc ça augmente vite. Comme l'explique donc une étude, c'était l'an dernier de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Île-de-France qui a été publiée en mars 2014. Bon, le top 5 des Français, c'est Suisse, ah bah tiens justement, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, bon pour le charme de Bruxelles ou l'assiette fiscale, c'est selon, et Allemagne. Et donc les 5 pays regroupent 40% de la communauté française. Puis ensuite le top 10 contient également l'Espagne, le Canada, Israël, Maroc, l'Italie, avec plus de 46 000 Frenchies par pays. Et d'ailleurs, il y aurait environ 5000 mangeurs de baguettes en Hongrie, si je ne me trompe pas, dont ceux du studio. À peu près. 5000. Ah oui. Ah ouais. 5000, effectivement. 2000 inscrits, je crois. 2000 inscrits, mais là je parle de Budapest. Ah ouais. C'est-à-dire que 2000 inscrits qui sont pour la plupart à Budapest, 2500 sur le consulat. De 5000 Français sur Voilà, c'est ça. Et en ce qui concerne la Hongrie, donc comme dans toute l'Europe, d'ailleurs, l'immigration économique, entre guillemets, c'est substitué à l'immigration politique. Ici, on ne fuit plus un régime restrictif ou totalitaire, mais un SMIC à 250-300 euros net dans le meilleur des cas, et un salaire médian à 150 000 forints taxes déduites, soit une somme mirobolante de 500 euros. D'ailleurs, messieurs, dames, j'ai une question. Savez-vous quelle est la deuxième ville hongroise? Londres. Oui, bon, normalement vous auriez dû me dire Debrecen, mais en fait, effectivement, c'est Londres qui la dépasse avec près de 300 000 Magyars sur les bords de la Tamise. Bon, en même temps, gagner 3000 pounds et galérer un peu, c'est toujours mieux que d'accumuler péniblement 600 balles et de pas pouvoir se chauffer. Bon, on retrouve des Hongrois à Berlin, à Bratislava, à Paris, à New York, en Australie, aux Philippines, en Argentine, en Égypte, en Éthiopie, à Djibouti, et j'en passe. Un blog nommé Hatarat Kele et liké par 47 000 personnes sur Facebook regroupe toutes les histoires de Hongrois de l'étranger, du genre comment passe-t-on de la viande panée au poisson à gogo quand on réside en Norvège, comment ressent-on le Boxing Day, donc c'est ce lendemain de Noël, c'est 26 décembre où l'on achète et où l'on consomme à foison en Angleterre, alors qu'en Hongrie c'est repos et éclusage, comment réveille-t-on sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro ou sur une crique thaïlandaise, etc. Et en dehors des posts,
Il y a aussi les documentaires de la fameuse équipe de Maniek Moradiak, donc traduction Je pars, je reste, piloté par Imre Loran Balázs, et où l'on suit entre autres les tribulations d'une danseuse et d'un kiné spécialiste des massages chinois à Londres. D'ailleurs en ce moment, il récolte du pognon pour achever l'épisode hollandais qui a été tourné à La Haye, et prépare aussi celui de Berlin qui devrait être mis en ligne en avril 2016. Et donc, comme tu me disais, Corentin, en introduction, pour endiguer l'hémorragie, le gouvernement hongrois déploie un arsenal impitoyable, assez incroyable de mesures, dont par exemple une petite aide, un petit pourliche de 100 000 forints par mois, pendant 1 an pour celui ou celle qui revient au bercail. Un site internet aussi intitulé... C'est un vrai effort, c'est pas négligeable quand même. 100 000 forints, c'est un SMIC quoi. Voilà. C'est un SMIC. Ouais. Et c'est net en plus. Ouais. Et c'est net en plus. Net d'impôts. Et un site internet aussi intitulé gerehaza.hu ou gerehazafiatal.hu, donc littéralement rentre à la maison.hu quoi, où l'on incite les déserteurs à rentrer, je cite, ouvrez les guillemets et faites bien attention pour les jolies meufs, enfin les jolies filles quoi, la particularité de la langue, le coût peu élevé du système de santé, la famille, les potes, les souvenirs d'enfance, et le meilleur c'est le fait d'être hongrois quand même, parce que être hongrois c'est quand même génial quoi, c'est super cool. Et puis pour le tour au Rodi aussi, bon, pas sûr que ce genre d'affirmation creuse ou que les ristournes fiscales suffisent à convaincre les expats. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Tiffaine ? Est-ce que je trouve que c'est vraiment pas pisser dans un violon, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils sont en train de faire? Non, mais je dirais qu'en Hongrie, il y a quand même c'est un pays d'émigration, quoi. C'est depuis un certain nombre d'années, il y a énormément de gens qui partent. On peut parler des fois de saignée démographique. D'hémorragie, ouais. C'était le cas en 56. Et puis, il y a différentes raisons qui poussent un gouvernement, à un moment ou à un autre, justement à appeler ces dissidents. Et puis, je sais pas trop tout dépend. En 56, c'était plutôt la question idéologique, justement, la victoire. C'est une sorte de légitimation du système si on rentre. Après, je pense qu'il y a des facteurs plus économiques dans les années 60, puis maintenant c'est plutôt des facteurs économiques. Mais je pense que vous êtes d'accord sur le fait qu'en Hongrie, il y a aussi un peu quelque chose de fort avec le fait de rester ou partir et aussi de rentrer. Il y a quand même ce terme. C'est pour ça que maison, quoi. C'est pour ça que le gouvernement, dans sa communication, joue sur la corde sensible et sur l'émotion, les amis et tout ce qui va manquer quand on va quitter le pays, tout ça, quoi. Ouais. Plus que par des. Et puis le gouillage, ça va manquer, le gouillage, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, non, puis le fait qu'il y ait ce terme, justement, azater, rentrer à la maison, c'est pas dans toutes les langues. Il y a il me semble, cette expression. Donc c'est fort. Et voilà, aujourd'hui, il y a différentes choses qui sont mises en place. Après, c'est surtout des questions économiques, il me semble, parce que c'est des gens qui sont parfois informés et ce serait important sans doute pour la Hongrie c'est dommage, disons, qu'ils partent. C'est clair. Mais la saignée, excuse-moi Corentin, la saignée, elle concerne aussi les professionnels de santé, parce que depuis 2004-2005, on recense à peu près, je crois, 4000 médecins, selon mon bon souvenir, qui seraient partis, dont la plupart en Angleterre d'ailleurs, 4000 médecins qui seraient partis chercher fortune, quoi, parce que littéralement, vu la faiblesse des rémunérations ici en Hongrie, et le système de ce qu'on appelle le roll-up pains, l'espèce de petits pourliches sous la table, etc., c'est vrai que pour le métier qu'ils font, c'est totalement légitime que ce genre de professionnels-là partent, quoi. Ouais, et c'est vrai que pour la santé, c'est aussi le cas pour l'université, des chercheurs, des profs qui partent, et c'est vrai qu'on les comprend, et aussi parfois des étudiants qui travaillent, qui gagnent mieux en travaillant dans un McDonald's en Autriche que s'ils travaillaient comme chercheurs en Hongrie. Donc c'est vraiment des choix. À l'inverse, moi je connais beaucoup de gens, y compris à cette table, qui ont choisi qui acceptent un petit salaire de 700-800 euros à Budapest et qui vivent très bien et qui vivent mieux que d'autres gens qui gagnent 2000 ou 2500 euros à Paris. Exactement. Ouais. Mais ayant beaucoup rencontré ces gens-là, ces Hongrois qui sont partis, ces chercheurs-là, ces médecins, ces dentistes, ils ont souvent aussi la volonté de revenir ici, quoi, un jour ou l'autre, quoi. Voilà, quoi. Ouais, on en discutait tout à l'heure. Il y avait cette idée de retour. C'est quand même quelque chose d'assez fort, Et puis l'émigration. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui est à l'étranger. C'est vraiment des discussions très très aussi, on l'a dit, émotives et puis très présentes dans la société hongroise.
Oui, Nico. Je voulais ajouter un petit truc, parce que Joël, t'as oublié de le dire. Oui. Pour la liste des 5000 personnes, des 5000 Français vivant en Hongrie, il n'y a pas besoin d'aller à l'ambassade. Ouais. Regardez les amis Facebook de Vincent Liéget, et ils sont tous là. Ok. C'est vrai qu'il y en a un paquet, hein, si on regarde bien sa page. Bon, en tout cas, en 56, les Hongrois quittaient la fameuse baraque la plus gaie du camp socialiste, menée par l'inénarrable János Kadar. Et apparemment, d'après Antoine, il existerait un Kadar français. Ouais. Il y a un Kadar c'est qui, français. ce mec-là ? Un Kadar français. Bah, nous, de toute façon, on a tout, hein, vous savez, quoi. Hein. Donc, on a un Kadar, mais en plus chevelu, quoi. Je crois que c'était pas difficile, hein, parce qu'il était chauve. Hein. Alors, en fait, elle s'appelle Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français de l'étranger, élue en 2013, il me semble, a été missionnée par le Premier ministre en décembre 2015 pour présenter un rapport visant à faciliter le retour des Français vivant à l'étranger. Alors moi aussi j'ai des chiffres, Joël. Hein. J'écoute. Alors 1 300 000 Français vivant hors des frontières, t'es d'accord ? Ouais, j'en sais rien, peut-être. La majorité se trouve en Europe et les pays phares sont selon l'OCDE et l'INC. Ça c'est mes sources. Hein. Alors top 3, Angleterre, Allemagne, Belgique. Apparemment on n'est pas d'accord. Bah, j'avais le top, j'ai les trois, hein, juste que c'est pas le même classement. Voilà, ouais. On constate que comparé à des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, proportionnellement moins de Français vivent dans ces pays comparé aux ressortissants de ces pays vivant en France. Bon, vous avez compris. Quoi. Très clair. On va plus, ils viennent plus chez nous qu'on va chez eux, quoi. Le profil des migrants n'est pas le même. L'anglais venant vivre en France sera plutôt un retraité et le français partant à l'étranger sera plutôt une personne en âge de travailler qui se déplacera avec sa famille. L'anglais qui achète une baraque dans le sud-est pour faire du foie gras, tout ça. Voilà. Ouais. Alors revenons aux propositions de la sénatrice du groupe socialiste apparenté. Attention. Alors première action a été de mettre à disposition un numéro de téléphone pour aider en fait les candidats au retour à anticiper les procédures d'inscription à la sécurité sociale, Pôle emploi, caisse d'allocation familiale ou encore la caisse de retraite. Et attention, là tenez-vous bien, ce numéro de téléphone, ils ont fait attention à ce qu'il soit joignable de l'étranger, quoi, parce que sinon il y a toujours ces numéros bleus, verts, etc. On ne pas appeler depuis l'étranger. Ça aurait été bon. Alors oui, concrètement, 50 propositions ont été faites pour faciliter le retour qui intervient dans 37% des cas plus de 6 ans après le départ du ressortissant. Alors je les énumère dans les grandes lignes. Logement, répondre aux particularités de la situation des personnes de retour de l'étranger, emploi, prendre en compte les années travaillées à l'étranger. Faut s'adapter aux gens rebeurs, quoi. À l'assurance chômage, assurance maladie, retrouver les droits facilement, prestations familiales, permettre la réalisation des démarches depuis l'étranger, fiscalité, sécuriser la situation au retour, ça j'ai pas bien compris. Situation retour, il faut sécuriser sa situation. C'est un peu militaire, ça. C'est un coup à se faire tout comme ça, on prend tout. Donc voilà. C'est ça, ouais. Éducation, faciliter les inscriptions et valoriser les compétences acquises à l'étranger, retraite, faire en sorte que la mobilité ne pénalise pas l'avenir, élection, clarifier les conditions de vote au retour en France, conjoint étranger, délivrer une information claire et facile et accessible pour savoir ce qu'il faut faire, etc. Et véhicule, connaître les règles pour faire le bon choix. Le bon choix de la bonne voiture, j'imagine. Française ? Bah oui, évidemment. Toujours. Donc, en lisant ce rapport de 93 pages, on constate que son travail est essentiellement concentré sur la facilitation des retours en France grâce à une simplification du rapport aux administrations. Donc, la question est dans la réponse. Le rapport aux administrations peut-il être le seul frein au retour des expatriés ? Vous avez 4 heures. Et ce qui n'est pas aussi une des causes de départ. Et voilà. Oui, là, c'est vraiment administratif, quoi. On cherche à faire revenir, quoi. Et est-ce que administrativement, d'ailleurs, on facilitait le retour des Hongrois ? Est-ce que tu as dans ton travail de recherche, tu as constaté qu'il y avait justement une facilitation comme ça, comme parlait le rapport de Hélène Conway, quoi ? Comment ça se passait en gros ? Ouais, ça dépend des personnes candidates au retour. Hein. Il y en a, comme je dis, qui étaient sur une liste noire, donc pour eux c'était pas possible. Mais d'autres étaient très bienvenus. Cette personne que j'ai rencontrée m'a raconté son arrivée à l'ambassade, de dire voilà, je veux rentrer. Puis la personne qui était là, le personnel de la légation, a dit super, on va tout faire pour super, un de plus parce que c'est ça, hein, c'est vraiment un petit peu un espoir de faire rentrer les personnes. Aussi, c'est pour ça, quoi. Donc, c'est super. Chaque Hongrois est important pour nous. Nous nous battrons pour les avoir un par un s'il le faut. C'est ça. Ça, c'est extrait du film que je vous encourage à voir, Bernie Követ, l'ambassadeur de Berne, qui est sorti en 2014, qui est par Attila Szász. Ah oui. Ouais, c'est assez intéressant. Il y a une petite scène au début de ce film qui revient sur une fusillade qui a eu lieu dans l'ambassade, la légation hongroise à Berne. Et puis c'est le diplomate Mariai József qui dit ça.
en parlant justement de ces réfugiés hongrois qui ont décidé de rentrer au pays. D'accord. Et on va terminer par une chronique de Nicolas, non ? Qui a l'air prêt ? Mais je suis prêt, j'ai 5 minutes pour faire une chronique de 10 minutes, comme d'habitude, on laisse pas la place au clown. Tu vas nous parler de quoi ? Bah non, mais ça, on va voir. Donc il y a 2 semaines, on a évoqué de nombreux sujets par rapport à Noël, aux fêtes en Hongrie. Tu te souviens, Joël, la famille, la gastronomie, il faisait froid, les programmes TV. Mais on n'a pas parlé d'une chose très intéressante. Dis-moi tout. Les soirées à Budapest pendant cette période. Alors, je parle pas du 31, mais je parle des soirées avant Noël et celles entre le 26 et le 30. Force est de constater, amis fêtards, que si vous trouvez sur Budapest l'année prochaine pendant la période de Noël, selon moi, il s'agit peut-être des meilleures soirées de l'année. C'est un pur sentiment personnel, ça veut pas dire que j'ai raison, ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais j'ai tout de même consulté les plus grands spécialistes de la Magyar Buli à Budapest. À savoir ces espèces d'expats que l'on connaît depuis 5 ou 6 ans, qu'on en a vu 1000 fois, mais que un jour pendant l'année on rencontre à Deák et au milieu d'après-midi qui ont dit « Ouais, putain, t'as cette tête-là pendant la journée, toi ?» On les rencontre que la nuit. Ces expats-là, toujours à la recherche de la meilleure soirée à Budapest, la soirée la plus géniale, la plus authentique, la plus magyar. À Kirayutsa, la plus chère. Pas forcément à Kirayutsa. Alors, les experts, c'est aussi les Hongrois eux-mêmes, ceux qui connaissent extrêmement bien leur pays. Ils sont d'accord avec moi pour dire que c'est les meilleures fêtes de l'année se déroulent le 26 et le 30. Je suis perdu dans mes notes. Il n'y a pas que les Hongrois, il y a aussi les filles hongroises. Les filles hongroises avec qui je chatte sur Happen sont également d'accord avec moi à cette idée. Alors, je ne sais pas si Happen, vous savez ce que c'est. Ouais. C'est quoi ce truc ? Si. En fait, je vais t'expliquer pourquoi j'en parle. C'est Tinder, quoi ? C'est un Tinder français. À la base, c'est pour rencontrer, c'est pour que les filles et les garçons se rencontrent ensemble. Et logiquement, on se rencontre. Je dis logiquement parce que, en fait, depuis quelques mois, pour de nombreux expats français, c'est devenu un outil, une méthode, pas si mauvaise que ça pour apprendre le hongrois. Eh ben oui, au lieu de rencontrer les filles, on leur parle en hongrois, on leur dit « Hey, Jofi, hogy vagy ?» Et elles répondent en hongrois, elles sont super contentes, c'est vachement tsuki, c'est vachement mignon, un étranger qui parle hongrois. T'as déjà moitié gagné là si tu fais ça. Oui, mais je sais, mais c'est pas le but. Et comme les Hongroises, elles ne feront jamais le premier pas pour vous rencontrer, pour vous donner un rendez-vous, alors qu'une Française dirait comment ça fait 1 mois qu'on se parle, on le prend quand ce freutsch Non, la Hongroise, elle attend qu'on l'on demande, ok, qu'on la courtise un peu, non ? Voilà. C'est au garçon de faire le premier pas. On arrive à chatter pendant 1 mois en hongrois avec des filles. Et c'est génial, c'est une méthode formidable pour améliorer la langue. Alors, messieurs, pensez-y, hein. À quoi ? Pensez-y. Et comment transformer une application débile en quelque chose d'intéressant ? Quand vos femmes, elles vont vous demander avec qui tu chattes, chérie ? Vous répondrez, j'apprends le hongrois sur Happen. Elles n'auront rien à dire. Pense-y, Corentin. C'est un appel du pied, je crois. Ouais, après, elle va tester ton hongrois après, quoi. Là, t'es mal après, hein. Mais est-ce qu'il y avait d'ailleurs, juste une question dans ces Hongrois, est-ce qu'il y avait beaucoup de couples qui étaient séparés justement par cet exil ou par ce retour ou comment que ça se passait ? Est-ce qu'il y avait des couples, est-ce qu'il y avait beaucoup de couples qui partaient ensemble ? En 30 secondes. En 15 secondes. Plutôt pas. Plutôt pas de séparation. C'est justement des fois des couples qui sont formés en exil ou des gens qui sont partis, qu'on profité, disons, pour partir avec la femme qui se rencontraient sur la route sans avoir besoin de aussi, non, il y a toutes sortes. Joël, t'as ton Nicolas qui nous expliquait pourquoi elles sont super ces soirées. Il a raison, pourquoi elles sont super ces soirées. On reprend le fil général de l'émission, c'est justement parce que il y a énormément d'expats hongrois qui viennent de Londres, de Berlin, de Paris, qui sont de retour au Versailles. Au Bercail, à Versailles. Au Bercail. Pour revoir leur famille, pour revoir leurs amis. Ils sont heureux d'être là. Ils savent que ça va être très très court, qu'ils ne vont rester qu'une semaine. Et donc généralement, ils s'amusent vraiment. Les autres Hongrois qui vivent ici sont également ravis de revoir leur ancien ami avec lesquels ils étaient au lycée. Et donc ça donne des soirées formidables. J'ai rencontré des gens hyper intéressants, hyper ouverts. Voilà, je peux en citer quelques-uns. Non, je vais pas en citer. Si j'en cite, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Adam un jour dans les toilettes. Adam, comment il va ? Je lui ai vraiment demandé de quelle région de France il venait. Il était juriste à Paris. J'ai rencontré Esther avec Corentin qui était dentiste à Paris. Et c'est généralement des gens qui étaient hyper ouverts. Moi, quand je suis arrivé à Manchester, quand je suis arrivé à Budapest, par contre, j'avais vécu juste avant à Manchester où
tout le monde se parle à tout moment, il n'y a pas de barrière générationnelle, il n'y a pas de barrière sociale. Et il n'y a qu'à voir les photos du Manchester Evening qui ont été publiées il y a quelques jours par rapport au jour de l'an. Et donc, moi, j'avais trouvé la Hongrie, j'avais trouvé les gens en Hongrie pas vraiment sociaux. Quand je me posais dans un bar à Budapest avec mon bouquin et que je parlais avec le mec qui buvait sa bière à côté, généralement, au bout de 5 minutes, je me prenais un melegvaj. Ah bon. Qui veut dire, chaud, bien sûr, hein. Qui veut dire en hongrois meleg, chaud, vaj, c'est toi. Moi je pensais tu as chaud. D'ailleurs je lui demandais ok tu veux poser ton pull. Et ça, il reprenait par meleg vaj ça veut dire es-tu homosexuel? Parce qu'il n'y a pas cette habitude en Hongrie, en tout cas moi en tant que venant de Manchester, il n'y a pas cette habitude à parler à tous les gens. Et bien pendant cette période-là de l'année, du 26 au 30, j'ai justement retrouvé ce truc où tous les gens se parlent, tous les gens sont vraiment heureux de se retrouver. Et en plus, il n'y avait pas énormément de soirées, donc généralement tout le monde se retrouve à la même soirée à Budapest, ce qui donne des soirées formidables. Donc pensez-y. Voilà, je pensais m'emmerder tout seul à Budapest pendant cette période de Noël, et finalement j'ai rencontré des gens formidables. Budapest est une ville qui nous surprendra toujours. Et donc le dernier conseil qu'on peut donner, qu'on peut prodiguer à nos amis qui nous écoutent, amis français, rentrez chez vous absolument pendant Noël. Vous allez vous goinfrer de volailles, de foie gras. Rentrez le 26, revenez le 26. Non, restez là-bas. Nous, on fait la fête ici tranquillement avec les espaces endroits de retour. Tous les jeux égoïstes, alors que moi, j'essaie de donner des conseils aux gens. Non, vous avez raison, restez chez vous. Nous, on va s'amuser et vous mangez vos trucs de Noël en France. Voilà. C'est l'exemple de Joël. Mais heureusement pour toi, hein, on disait Melek Void, mais certains l'aiment chaud. Donc forcément, ça t'avantage. Bon, c'est sur cette blague pourrie que parce que l'heure tourne. Joël, t'avais été excellent jusqu'à la dernière seconde. Et oui, et là je me suis planté royalement. Bon, je crois que c'est l'after, c'est l'effet du 1er janvier. Enfin, tant pis pour moi. Corentin, merci beaucoup. Merci. Tiffaine, merci à Tiffaine. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Voilà. Tiffaine Robert, est-ce qu'on peut trouver tes travaux quelque part sur Internet. Oui, sur Internet. Voilà. Tiffaine Robert, voilà, RTS, si vous me trouvez googlez, l'intervention. Vous risquez de. T'es ami de Facebook avec Vincent Liéger Non. Ça me serait tardé. On verra si elle le rencontre. Bon, Antoine, merci beaucoup. Ouais, Nico, merci beaucoup. De rien. Bon, allez, salut à tous et à dans 2 semaines si tout va bien. Ciao. Ciao. Yes, stop.